Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Usage de la COMPETENCE et activité professionnelle. Chapitre 1. Mesurer les compétences ou produire de la connaissance sur les situations de travail. Enjeux épistémologiques. Patricia CHAMPYREMOUSSENARD. Résumé. La compétence est ici questionnée en tant que terme et concept scientifique tout autant que comme outil de structuration des pratiques sociales. Des pratiques nouvelles telles que la VAE ou encore l'intérêt social porté aux compétences dites relationnelles mettent à jour des amalgames conceptuels entre compétences et expérience, entre compétences et qualité particulièrement intéressants à étudier. En analysant le périmètre social de la compétence et en montrant son lien avec l'analyse des activités, il s'agit de distinguer la production de connaissances sur le travail et la logique de mesure-évaluation-reconnaissance des compétences. La réflexion conduit à s'interroger sur la manière dont décrit la compétence et montre qu'inscrite dans la logique de la performance et du professionnalisme, la description des compétences fait obstacle à la mise en mots du travail réel en conduisant à divers phénomènes de mise en conformité avec le travail tel qu'il est prescrit. Privilégier l'entrée par les situations et les activités, et non l'entrée par les compétences constitue donc une option épistémologique en matière d'analyse du travail. Mots-clés: mesurer, connaissance, reconnaissance, mise en mots, validation des acquis de l'expérience, VAE, travail réel, écriture sur l'activité, activité, périmètre social, professionnalisation, amalgame, réflexivité, conformité. Introduction. Qu'elle renvoie à un mot, une préoccupation, une notion, un concept, un outil, la compétence est omniprésente dans les pratiques sociales actuelles. Si le mot compétence notamment est à ce point utilisé, c'est qu'il structure ou aide à structurer certains pans de nos pratiques sociales. La compétence est une construction sociale caractérisée par son utilité et ses usages. En tant que telle, elle est aussi un révélateur, voire un analyseur de l'évolution d'un certain nombre de pratiques et de débats au sein de notre société. La compétence est également un terme scientifique, notamment dans le champ des sciences humaines et sociales, et elle joue un rôle spécifique dans les travaux qui se trouvent en articulation étroite avec des champs de pratique, et les questions du travail et de la formation professionnelle. À partir de ces contextes, nous réfléchirons tout particulièrement à la manière dont les compétences peuvent s'exprimer, se dire, se trouver formalisées par les acteurs. Nous commencerons par pointer la fonction de reconnaissance et de mesure associée aux compétences dans les pratiques sociales, et nous étudierons, à partir des pratiques de validation des acquis de l'expérience, les flottements et amalgames attachés à la notion. Puis, nous montrerons comment la notion de compétence peut être appréhendée du point de vue des recherches sur le travail, en la situant par rapport aux usages sociaux de la recherche et en évoquant les conditions de délimitation de son périmètre social. Finalement, nous étudierons le rôle qu'elle peut jouer dans les travaux qui privilégient l'étude de la mise en mots de leur activité par les acteurs. Nous aborderons toutes ces questions en puisant des exemples dans nos travaux portant sur des activités en cours de professionnalisation, telles que celle des emplois jeunes dans les nouveaux services et celle des professionnels de la validation des acquis de l'expérience. 1. Mesure et reconnaissance des compétences. Dans la plupart des cas, la compétence, quand elle qualifie les activités professionnelles, suppose l'identification, la mesure et la reconnaissance d'une valeur attribuée à ce qu'elle désigne. Par conséquent, dans l'organisation sociale actuelle, les compétences font presque toujours l'objet de mesures et d'évaluations. Comme l'explique G. Vergniaud, 1995, l'idée de compétence conduit à mettre le doigt sur ce qui fait la différence entre les individus, les équipes, les entreprises, ce qui constitue un enjeu considérable dans une société où la compétition prime. À la mesure des compétences s'associe ce qu'on pourrait appeler une idéologie du professionnalisme ou encore de la performance, Heilbrunn 2005, qui considère avant tout les signes de maîtrise, d'expertise et prescrit le zéro défaut selon une perspective de qualité totale qui s'inscrit elle-même dans une recherche d'excellence et qui relève d'une mode et d'un mode de fonctionnement quasi mondiaux. La mise en évidence et la mesure des compétences sont liées à un désir d'analyse et de mesure de la réalité de travail et participent souvent de pratiques d'organisation du travail, de management,
de gestion des ressources humaines, de gouvernement d'entreprise. Mais, c'est dès le début de la scolarisation de l'enfant que l'école initie cette logique de reconnaissance de l'activité, substituant au primat de l'identité celui de l'activité, préfigurant la société démocratique, société de l'égalité des droits, en faisant de l'efficience de l'activité le seul facteur de distinction qui vaille entre les hommes, Préra 2005, page 41. Si la logique de mesure et d'évaluation de ce qu'on peut appeler ici l'efficience de l'activité est ainsi déjà présente dans l'expérience que l'enfant puis l'adolescent font de leurs activités au cours de leur scolarité, elle demeure extrêmement centrale ensuite quand engagés dans leurs activités professionnelles, les adultes doivent construire, actualiser, transférer, faire évoluer et enrichir, évaluer, faire le bilan de leurs compétences. Toutes ces pratiques participent d'un incessant processus de construction identitaire des individus dans lequel la reconnaissance est centrale. Mais cette perspective de mesure et de reconnaissance de la compétence, si présente dans la vie sociale, est-elle propice ou conciliable avec une perspective de connaissance et de reconnaissance du travail réel ? La réflexion proposée par Periker 2005, dans le but de construire un philosophème de la reconnaissance, offre un cadre riche pour tenter de distinguer la production de connaissances sur le travail réel et la mesure et la reconnaissance des compétences. Ricoeur revient en effet sur la distinction philosophique entre connaissance et reconnaissance. Son exploration lexicographique du vocable reconnaissance et la lecture qu'il en fait en termes philosophiques convergent vers une chronologie qui pose le concept de connaissance comme concept princeps. Connaître précède reconnaître. Il y a nécessité d'éclairer l'activité, avant de prétendre la qualifier et l'évaluer. Cela permet de distinguer la production de connaissances sur le travail, et la mesure reconnaissance des compétences. Or, dans les pratiques sociales, ces deux temps nécessairement successifs d'un même processus ont tendance à se superposer. Le cadre conceptuel proposé par Ricoeur permet également de lire les pratiques nouvelles de reconnaissance et de validation des acquis de l'expérience, VAE, que nous allons maintenant saisir comme contexte privilégié et comme analyseur de la présence du terme et de la notion de compétence dans les pratiques sociales et les pratiques de recherche. 2. Amalgame et flottement dans l'usage de la notion. L'exemple des pratiques de VAE. Les contextes de pratiques nouvelles ou en reconfiguration sont particulièrement propices à l'étude des usages sociaux de la notion de compétence. Débusquer les amalgames et les confusions les plus fréquents en matière d'usage du terme et de la notion de compétence paraît nécessaire avant d'exposer nos questionnements sur sa valeur heuristique dans les recherches sur le travail et la formation. Nous parlerons d'effets d'amalgame ou de confusion pour désigner toutes les pratiques langagières ou, dans divers contextes, différentes significations et usages possibles du mot compétence se superposent, se mêlent, brouillant la compréhension de ces usages sociaux. Le champ des pratiques naissantes de VAE est l'un d'eux. Plusieurs exemples d'amalgame potentiels s'y manifestent. Le premier se situe sur le plan même du type d'évaluation engagée. Un amalgame, trop rapide avec les pratiques de bilan des compétences, désigne, dans les propos des professionnels de la VAE, leur activité d'aide à la traduction et à la formalisation de l'expérience des candidats. Les professionnels qui accompagnent l'élaboration du dossier présentent leur expérience de la conduite d'entretien dans le contexte des bilans de compétences comme suffisante pour qu'ils puissent se percevoir compétents pour accompagner le candidat dans la mise en évidence de ses acquis de l'expérience. D'une part, cela indique que la finalité et le sens propre de la VAE semblent échapper aux acteurs, car il s'agit bien finalement avant tout d'obtenir un diplôme, donc d'emprunter une nouvelle voie d'accès à la certification, objectif qui n'est pas celui du bilan de compétences. D'autre part, un amalgame est fait de façon spontanée entre expérience et compétence. Le vocabulaire de la compétence est très présent chez les accompagnateurs de la VAE, et le terme expérience tend quelquefois à disparaître alors qu'il est celui mis en avant par les textes de loi. Cet effet de superposition terminologique est fréquent, et nous l'avons remarqué dans les deux populations auprès desquelles nous avons enquêté. Il entraîne le risque d'un amalgame conceptuel entre compétence et expérience. Un deuxième exemple montre que le flottement et les amalgames dans l'usage du vocabulaire traduisent le caractère encore instable des pratiques de VAE. Dans le contexte de l'éducation nationale,
Le dossier qui doit être réalisé par le candidat afin d'être ensuite soumis au jury pose ce type de questions de manière aiguë. Ce dossier support qui sert de guide au candidat dans son expression a déjà fait l'objet de maints remaniements, mais son utilisation demeure pourtant malaisée au dire des professionnels chargés de l'accompagnement ou impliqués dans les jurys. C'est notamment le vocabulaire censé guider le candidat qui fait quelquefois obstacle à sa traduction de l'expérience en mots. Ainsi, des termes tels qu'activité, tâche, poste, fonction et compétence sont finalement des descripteurs peu propices pour aider le candidat à exprimer son expérience. Empruntés au langage scientifique du champ de l'analyse du travail, ils sont à la fois nécessaires aux professionnels qui construisent une expertise sur ce registre et difficiles d'usage pour les candidats. Précisément parce qu'il s'agit là d'un vocabulaire partagé par le code scientifique et le code courant, et aussi parce qu'il impose un découpage de la réalité sociale qui ne favorise pas nécessairement l'expression de l'expérience singulière d'un individu. La validation des acquis de l'expérience est globalement le théâtre de maints discours sur la compétence. Qu'évaluent donc les jurys ? Qu'est censé manifester le candidat ? Il y a questionnement sur le sens même de la VAE, nouveau mode d'accès à la certification où il s'agit de faire la preuve d'une expérience compétence au regard d'un diplôme délivré. Les contradictions et confusions repérables dans le discours des accompagnateurs du candidat sont révélatrices de la complexité de l'usage qui est fait de ces notions dans ces pratiques nouvelles, où rien n'est encore figé. Le propos de cette accompagnatrice dans un dispositif de VAE de l'enseignement supérieur est tout à fait éloquent. Le candidat vient avec son expérience, c'est pas toujours évident déjà de la retranscrire sous forme de compétences. Et puis, une fois qu'on l'a retranscrit en termes de compétences, il faut le faire rentrer un petit peu dans le cadre de l'université, qui pour l'instant n'en est pas encore tellement à la notion de compétence dans ses diplômes. Ce qu'on va évaluer, c'est pas la compétence professionnelle des personnes. Le jury ne va pas évaluer leurs compétences professionnelles parce qu'il y a toujours le risque en fait que si ça ne se passe pas très bien, le candidat dise « Mais aidez-moi, je suis compétent ». Ok, ce qu'on évalue, c'est pas votre compétence, c'est votre compétence par rapport à un diplôme. Donc si ça ne se passe pas bien, c'est peut-être que votre expérience ne correspond pas bien à votre diplôme. On voit bien comment l'accompagnatrice cherche à traduire des nuances qui font écho à la complexité des pratiques, et que le vocabulaire usuel peine à traduire. Elle distingue l'expérience dont une traduction semble pouvoir être faite en termes de compétences, les compétences détenues au regard des situations de travail, et celles détenues au regard de celles qui sont définies par un diplôme donné. Dans les pratiques, les définitions consensuelles et stables de compétences semblent à la fois impossibles et sans doute pourtant considérées comme nécessaires puisqu'elles sont sans cesse recherchées. C'est sans doute ce flottement perceptible qui incite les praticiens à adresser des demandes aux chercheurs supposés alors pouvoir proposer une définition scientifique de cette notion si insaisissable. Mais le fait que les relations entre langage courant et langage scientifique sont étroites dans les sciences humaines et sociales complique les choses. La superposition potentielle entre langage courant et langage des pratiques en matière d'analyse du travail est évidente. Pénaville, 1962, remarquait la tentation qu'il y a à traiter les problèmes du travail notamment dans un langage aussi familier que celui dont nous nous servons tous les jours pour en parler. Il remarquait que nous avons recours au vocabulaire des situations de travail journellement, pour les besoins de notre propre activité et de nos relations sociales. Sur un plan scientifique, il proposait que celui-ci d'abord utilisé sous une forme naïve, intuitive et personnelle, doivent se plier peu à peu aux exigences de définition plus rigoureuses et finalement de calcul. Cette analyse s'applique bien à la notion de compétence quand l'on constate, comme on vient de le voir, des tensions encore actives, malgré l'antériorité de la vogue de cette notion, entre l'usage courant et l'élaboration d'un outillage langagier et conceptuel par et pour les pratiques scientifiques. 3. Compétences et recherche sur le travail. 3.1. La compétence au cœur de la demande sociale de recherche sur le travail. La tendance à utiliser le terme compétence comme un outil notionnel est tout particulièrement sensible dans les recherches portant sur le travail et la formation professionnelle, et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la compétence apparaît comme une préoccupation majeure, incontournable pour les milieux professionnels impliqués dans des recherches portant sur le travail, l'emploi et la formation professionnelle.
Leurs attentes en termes d'exploration des compétences traduisent leur rapport à l'utilité des résultats de la recherche dans leur pratique, inscrivant l'ensemble des recherches sur ces questions dans une tension entre la fonction de prescription et la fonction d'intelligibilité du social en sciences humaines et sociales. Cet intérêt pour les compétences est l'écho d'attentes et de questionnements sociaux implicites ou explicites qui peuvent se décliner tantôt en attente, en demande, tantôt en commande, les recherches contractualisées. La salve de publication du CNPF à l'occasion des Journées de Deauville en 1998, les Cahiers de Deauville 1998, est révélatrice des enjeux que revêt cette problématique des compétences pour le patronat. Elle a, en partie, signalé le début d'une montée en puissance des préoccupations relatives aux compétences, qui a introduit la réflexion autour de la logique compétence dans la plupart des organisations. Ce mouvement se poursuit aujourd'hui. Il appartient bien évidemment aux chercheurs d'interroger et de déconstruire ces attentes sociales, et de mesurer les pressions symboliques qui s'exercent afin de ne pas les laisser décliner et dessiner les contours de leurs objets. Il y va, dans ce champ tout particulièrement, de l'autonomie de la production de connaissances scientifiques. Le terme « compétence » devrait en quelque sorte retentir comme une sonnerie d'alarme signalant des terrains de recherche potentiellement sous influence, parce que les préoccupations des acteurs sociaux les traversent de façon très forte. La perception de l'utilité sociale de la compétence et la sensibilité au discours dominant rejaillissent d'ailleurs, comme nous avons pu le constater à plusieurs reprises, sur les projets des étudiants-chercheurs qui s'orientent assez spontanément vers ce qu'on pourrait appeler une entrée épistémo-méthodologique par les compétences. La compétence est un construit social si présent dans l'organisation du jeu social qu'il se déplace par effet de contagion dans les pratiques de recherche comme construction opérée par inférence à partir d'activités. Barbier 2000, page 90. 3.2. Le périmètre social et scientifique de la compétence. Les attentes sociales, les effets de pression, d'influence et de prescription à l'égard des travaux de recherche incitent à s'interroger plus précisément sur ce qui est qualifié de compétence. Dans ses usages sociaux, la notion de compétence se caractérise par un périmètre qui bien sûr fluctue. Le périmètre social de la compétence va de pair avec la définition du contour des activités professionnelles repérables et considérées comme telles. Comme nous avons pu le montrer à l'occasion de travaux portant sur les nouveaux services et les emplois jeunes, Champy-Remoussenard 2004, certaines activités et certaines compétences n'ont qu'une légitimité et une visibilité relatives parce qu'elles relèvent d'un processus de professionnalisation en cours et de formes de pluriactivité dans lesquelles différents registres de compétences s'articulent de façon complexe. Nous l'avons plus particulièrement observé dans le cas des compétences dites relationnelles ou sociales, assez fortement présentes dans les activités de service. Les compétences relationnelles s'avèrent particulièrement difficiles à formaliser. En étudiant les activités des emplois jeunes, nous avons pu signaler un paradoxe entre l'importance des compétences relationnelles mobilisées, la difficulté de leur mise en mots et leur faible prise en compte par la formation. Comme le montre Belaïr, 1998, cela n'est pas étranger au fait qu'il existe une difficulté spécifique à dire ce qui n'entre pas encore dans les catégories établies et qui n'est pas clairement valorisé, reconnu socialement. Dans ce cas, on le voit, deux caractéristiques de ces formes d'activité, le statut souvent central des dimensions relationnelles et la pluriactivité des situations de travail, rendent malaisée la délimitation du périmètre social des activités et des compétences et par conséquent tout à la fois leur connaissance et leur reconnaissance. Dans ces contextes de travail, les termes et notions de compétence et de qualité se côtoient et sont tantôt opposés, tantôt amalgamés. Quand il est question de qualité par opposition à la compétence, il est fait référence à quelque chose dont le processus de construction reste mystérieux, la mesure quasi impossible et dont on n'envisage pas nécessairement la prise en charge par la formation. Le discours autour des compétences relationnelles et des qualités relève d'un processus d'attribution d'un périmètre social à ce qu'on appelle compétence. Mais des déplacements s'opèrent sans cesse. Parce que de plus en plus prépondérantes dans les activités de service en fort développement, les qualités semblent ainsi gagner petit à petit leur statut de compétence, même si la question de leur fabrication en formation reste encore en suspens.
Le périmètre attribué aux compétences est également lié à une typologie plus ou moins explicite et stable des compétences. Dans les pratiques sociales comme dans les travaux scientifiques, il n'est pas rare de repérer des types de compétences, délimités par leur nature, par exemple techniques, relationnelles, etc., ou par une hiérarchisation fondée sur des degrés de complexité. La réflexion sur la compétence professionnelle élargie, proposée par I. Oddon, est intéressante à ce titre. Oddon 1984 distingue la compétence professionnelle restreinte ou professionnalité restreinte des ouvriers de la compétence professionnelle ou de la professionnalité élargie. La première correspond au savoir-faire dont font mention les contrats ou accords pour définir la place de l'ouvrier dans la production et sa qualification, un plan de comportement auquel doivent se conformer tous les ouvriers sur un poste de travail donné. Oddon 1984 page 29, et se distingue de la seconde qui se présente comme une réponse à cette compétence restreinte. Si Oddon associe plus particulièrement pour sa part le développement de cette compétence élargie, chez l'ouvrier, au développement d'un engagement, d'une pensée politique et de sa conscience de classe, ce concept évoque plus largement une dynamique qui permet à celui qui travaille de prendre conscience de la réalité environnante, donc de penser son activité dans son contexte, de se réapproprier le savoir et le pouvoir dans sa vie de travail. Celui qui détend la compétence professionnelle élargie apprend d'abord à mieux travailler dans un cadre organisationnel techniquement inchangé, et surtout il apprend comment améliorer ses conditions de travail pour augmenter les temps de liberté indispensables à la redéfinition de sa professionnalité. Oddon 1984 page 29. Il s'agit donc d'une définition de la compétence qui exclut que l'acteur au travail puisse être un exécutant, et qui situe au premier plan sa capacité d'apprendre de la situation et de développer son pouvoir d'agir, Clos 2000, par conséquent sa capacité à comprendre et à modifier son activité. Cette définition de la compétence est proche de celle que propose la didactique professionnelle au sens où être compétent, c'est savoir comprendre et analyser ce que l'on fait, Pastré 1999. L'analyse réflexive et la conceptualisation de l'action, en décontextualisant les savoir-faire, rendent la compétence adaptable et transférable à d'autres situations, dans la mesure où la situation de travail est une situation potentielle de développement. Le développement du pouvoir d'agir est associé à la possibilité pour l'acteur de faire un retour sur ses activités, de les verbaliser et de les analyser et finalement de les développer et de se développer. Ce degré et cette forme de compétence supposent donc un travailleur capable de réflexivité. Reste à savoir si l'on considère que la réflexivité ou encore la capacité d'analyser son activité est une dimension de toute compétence, la marque d'un degré de compétence ou désigne un type de compétence. Les accompagnateurs du candidat à la VAE dans l'enseignement supérieur opèrent des distinctions entre différents types de compétences qu'ils situent par rapport à des niveaux d'enseignement et qui donnent un statut majeur à la construction de la réflexivité. Dans l'enseignement supérieur, ces compétences seraient, selon eux, par nature plus difficiles à faire expliciter, à démontrer, à faire savoir et donc à valider que d'autres, les compétences techniques. Ainsi cet accompagnateur évoquant le déroulement d'un jury et la prise de parole du candidat. Généralement c'est pas des questions très techniques. C'est des questions, point sur sa capacité à prendre du recul par rapport à son activité professionnelle. Ça c'est surtout pour les masters parce qu'on est à l'université, et que les enseignants chez nous estiment qu'on forme surtout les étudiants à ça. C'est-à-dire être capable d'apporter comment on dit, de se regarder travailler, c'est-à-dire de voir la situation dans laquelle on travaille, de la connaître, de l'analyser, d'en tirer des enseignements. La délimitation sociale de ce qu'on appelle compétence repose sur un processus de formalisation qui met en jeu une opération de délimitation, de découpage de la réalité, la séquentialité au sens où l'entend J.P. Olivier de Sardan 2003. Dans le cas de la notion de compétence, il y a bien double séquentialité, au sens où les pratiques délimitent et désignent des compétences et que le chercheur doit ensuite procéder à un redécoupage scientifique de ces mêmes compétences. Avec cette particularité déjà relevée qu'il n'y a, en général, pas consensus des acteurs sociaux quant au contour de ce qui est désigné par compétence. Et s'il n'est pas possible, avec la description séquentielle de recherche, de faire abstraction du référentiel social,
La fragilité de ce dernier est ici une donnée remarquable. Une des questions qui nous paraît se poser dans le champ des recherches évoquées, c'est par conséquent celle de savoir comment dire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.